Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Brive, à la foire du livre de Brive et sur Corrèze TV si vous nous regardez. L'émission est en direct et en replay. Vous le savez, le 11 novembre 2018 marque le centenaire de l'armistice qui mit fin au combat de la Première Guerre mondiale. Le cessez-le-feu a lieu à 11h, les cloches sonnent dans toute la France, mais au prix de millions de morts, de blessés, de gueules cassées. Alors je vous propose pendant une quarantaine de minutes environ de nous intéresser à la guerre du point de vue de l'humain, de ces soldats, de ces enfants aussi, qui ont vécu la Grande Guerre et qui n'en sont évidemment pas sortis indemnes. Il sera question d'histoire et d'archives historiques, mais aussi de l'angle, de l'apport de la fiction. On va en parler avec mes différents invités, donc sous l'œil de Corrèze TV. La parole de ces poilus, on l'entend dans le livre de l'historien Michel Kiner. Nous étions des hommes malgré la guerre, 1914-1919, publié chez Geste Éditions, écrit avec Valérie Mazet. Bonjour Michel. Vous avez exploré des archives inédites, des correspondances, des carnets de guerre, de ces soldats envoyés au front. Pas n'importe quel soldat. Ce sont des soldats ordinaires, certes, mais ils sont tous issus d'une région militaire qui comprend 5 départements, la Creuse, la Haute-Vienne, la Charente, la Dordogne, mais aussi la Corrèze. C'est le quotidien, le jour de ces soldats, au jour le jour. Vous les avez suivis, leurs carnets, leurs journaux, que vous avez explorés en compagnie de Valérie Mazet. Vous êtes agrégé d'histoire, spécialiste des écrits privés et des périodes de guerre. Je crois que vous êtes vous-même originaire du centre-ouest. On va en parler ensemble. Andreas Becker, vous êtes quant à vous écrivain, vous êtes allemand, un écrivain allemand. Vous avez écrit plusieurs romans. Le premier c'était L'Effrayable, publié aux éditions de La Différence. Vous avez également publié Nébuleuse et Les Invaincus, toujours chez La Différence. Et vous publiez Gueule, récit, chez les éditions En Bas. C'est un récit qui est né de photographies appartenant au grand-père de Françoise Hoffmann. Ce dernier, donc ce grand-père, a été enrôlé dans l'armée allemande pendant la guerre. Il se fait tirer dessus et à l'hôpital où on le soigne, l'infirmière prend en photo les gueules cassées. Ces photos sont le point de départ de votre récit et dans lequel vous donnez la parole à ces gueules cassées sous l'angle de la fiction. Donc voilà, une de ces gueules cassées se présente et présente c'est aussi ses petits camarades, c'est les autres qui sont soignés dans l'hôpital. On va en parler ensemble pendant la rencontre. Enfin, Régis Sautière et Damien Cuvelier, bonjour. Vous, c'est de jeunes gens dont il est question dans votre bande dessinée La guerre des Lulus, la perspective Luigi, publié chez Casterman. C'est un album qui fait partie de la série La guerre des Lulus, mais qui offre une autre perspective, qui peut d'ailleurs se lire indépendamment des autres tomes. Il est question de jeunes gens, ou plutôt d'enfants, qui sont bien malgré eux des acteurs, des victimes de cette guerre. Il y a eu 5 tomes de la série La guerre des Lulus. C'est vous, Régis Sautière, qui étiez aux manettes du scénario, avec Hardoc au dessin. Bonjour Régis. Vous êtes, et c'est Damien Cuvelier qui a dessiné ce nouvel épisode. Vous avez d'ailleurs déjà participé à l'aventure La guerre des Lulus dans des précédents tomes. Alors c'est en Allemagne qu'on retrouve vos héros en 1916, l'occasion de voir ce qui se passe à Berlin pendant la guerre. Alors c'est une fiction, on va en parler ensemble, tous ensemble d'ailleurs, du prisme de la fiction, mais aussi voilà, de la jeunesse pendant la guerre. Alors j'ai une première question pour vous quatre, je veux tous vous entendre sur cette question. Avant de travailler sur chacun de vos ouvrages, quel était votre rapport à la Grande Guerre ? Est-ce que vous aviez des liens très forts, familiaux peut-être, avec cette guerre ? Peut-être Andreas Becker pour commencer. Oui, merci. Bonsoir. En fait, mon premier rapport avec la Première Guerre mondiale, c'était quand je suis arrivé avec mes parents à peu près à l'âge de 12 ou 13 ans en France, enfin en vacances tout simplement. Et on voyait en fait les monuments aux guerres dans les villages. Alors en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup de monuments aux guerres dans les villages. Et évidemment, la guerre, on ne peut pas fêter la défaite, enfin on devrait peut-être, mais ça ne se fait pas. Et donc quand je suis arrivé en France, en fait je voyais ces monuments aux morts et ça m'a fait chaque fois un choc très fort. J'avais 12, 13, 14 ans la première fois quand je venais comme ça dans les villages français, parce que je voyais ces listes de noms et ce qui m'a fait vraiment la plus forte impression, c'était la répétition des mêmes noms de famille. Alors j'étais peut-être hypersensible, je ne sais pas, mais je me suis tout de suite imaginé les femmes, les mères, les épouses, les tantes, les cousines qui ont perdu, donc oncle, mari, 2, 3 fils. Et j'étais devant cette liste
enfin, pour le dire avec beaucoup d'émotion, j'avais envie de pleurer. C'était vraiment très fort. Et oui, cette répétition des noms, et d'ailleurs, sans vouloir parler de ça, ça joue un rôle plus tard dans mon écriture. C'est le cas, il est question de famille dans votre livre, dans votre récit. Avant d'en parler, peut-être Régis Sautière, vous, votre rapport à la guerre? Alors c'est un rapport qui est à la fois proche et lointain, c'est-à-dire que moi je suis né en Bretagne et donc les seuls échos de la guerre qu'on avait en Bretagne, c'était les monuments aux morts qu'on trouve un peu partout, y compris à Brive, je suppose. Donc des monuments qui ont été construits après la guerre de 14. C'était quelques histoires que me racontait ma grand-mère qui n'a pas connu la guerre mais dont le père était sur le front, dont le grand-père aussi était sur le front. Elle me racontait des histoires aussi d'oncles comme ça, notamment je me souviens d'une anecdote comme ça d'un oncle qui était au combat sur le front et auquel on a accordé une permission de sortie pour retourner dans sa famille quelques jours parce que sa femme était malade. Donc voilà, il était tout content de retrouver son village, de retourner en Bretagne. Et quand il arrive dans son village, il tombe sur son voisin, tout endimanché, voilà, dans un beau costume sombre. Et lui dit donc, tu reviens de quelle noce comme ça, en pleine semaine? Et le voisin est blémi, il lui dit, écoute, je reviens de l'enterrement de ta femme. Donc voilà, il y a des histoires comme ça qui ont un peu bercé ma jeunesse, mais ça restait quelque chose de très lointain pour moi, la guerre. Et en fait, la première vraie rencontre que j'ai eue avec la guerre de 14, ça a été en traversant la Picardie, qui est une région où je me suis installé maintenant depuis une petite vingtaine d'années. Et je me souviens très bien en fait de cette première impression. C'était en allant en Belgique, j'étais dans un car et on traverse cette région qui pour moi est une région assez désolée. Donc c'est le Santerre avec de grands champs comme ça immenses, qui ne sont pas séparés par des haies, contrairement à ce qu'on voit en Bretagne où on est dans du bocage. Voilà, on a des petites parcelles de terrain qui sont tous séparés par des haies, des arbres, etc. Donc là on a d'immenses champs. Et puis dans ces champs, en fait, on croise des cimetières militaires, donc des alignements de croix blanches, donc des cimetières français, anglais, néo-zélandais, australiens, chinois, etc. Et donc sur la nationale, comme ça, on croise les uns après les autres ces cimetières. Et à un moment donné, en fait, on aperçoit une sorte de gigantesque arc de triomphe qui dépasse de la cime des arbres, qui paraissait d'autant plus gigantesque, évidemment, comme on est dans une végétation rase, avec juste une forêt qui dépasse au loin. Et au-dessus de cette forêt, en fait, cet arc de triomphe, qui est le mémorial de Thiepval, donc le plus grand monument aux morts, enfin le plus grand mémorial anglais au monde. Et voilà, et je voyais ça au loin, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est en revenant m'installer quelques années plus tard en Picardie, en venant y vivre, que j'ai découvert en fait tout ça, que j'ai vu que la région était encore aujourd'hui très très marquée par la guerre de 14. La ligne de front est encore palpable en fait en Picardie, au travers de tous ces cimetières, au travers de différents mémoriaux, au travers de musées comme l'Historial de Péronne, la Caverne du Dragon, etc. Et c'est ce qui m'a donné envie de m'intéresser de point de vue professionnel à la guerre de 14. Damien, peut-être vous, votre rapport? Oui, moi en fait je suis né en Picardie, dans la Somme, justement dans cette zone dont parlait Régis à l'instant, qui s'appelle le Santerre, et effectivement qui est une zone qui a été vraiment qui porte encore les stigmates de la guerre. Et puis l'autre lien, il est aussi familial parce que ma famille est originaire de Picardie. La plupart des gens ont fait cette guerre. Moi, j'ai connu mes arrière-grands-parents qui étaient enfants pendant la Première Guerre, mais qui avaient des souvenirs très, très forts, encore très présents de cette époque-là. Donc, et puis oui, ce qu'expliquait Régis, qu'il n'y a pas un village en Picardie qui ne porte pas un monument aux morts, ou en tout cas des traces, des échos de cette guerre. Voilà. Donc oui, c'est quelque chose d'assez fort quand on vit dans cette région-là. Michel? Eh bien, disons que les choses sont simples. Valérie Mazet et moi, qui avons écrit ce livre à deux voix, nous sommes tous les deux des descendants de tués de la guerre. Elle d'un arrière-grand-père, moi d'un grand-père qui est mort au Hartmannswillerkopf 10 jours après être monté au front. Et moi, je suis surtout d'une génération pour laquelle la guerre de 70 était encore vivante, la guerre de 14 encore plus, et la guerre de 39-45 extrêmement prégnante. Et la relation franco-allemande a été toujours, pour moi, elle m'a accompagné toute ma vie. Et à partir de 2010, il y a 7 ans, on a décidé de partir du journal de guerre et de la correspondance de guerre de son arrière-grand-père. On est parti ensuite
à son régiment. Et de là, nous sommes partis, en fait, sur l'envie de retracer vraiment la vraie guerre de ceux qui étaient originaires de la région et qui ont été embauchés dans nos régiments. Vous vous doutiez qu'il y avait beaucoup d'archives inédites encore, beaucoup de choses qui n'avaient pas été explorées? Bien entendu, c'est le résultat du centenaire que nous venons de vivre. C'est une sorte de grande psychothérapie collective qui a permis à des centaines de milliers de familles qui jusque-là, nous sommes les descendants, mais nous sommes les petits-enfants, et comme ça arrive souvent, des familles qui jusque-là n'avaient comme souvenir de la guerre que le silence de leur grand-père, qui n'avait jamais voulu dire un mot de la guerre. Et notre travail pendant 7 ans, ça a été de faire parler, je dirais, les familles, de leur faire apporter leurs archives, correspondances, lettres, journaux de guerre ou autre chose. Et pendant 7 ans, nous avons vu des gens découvrir des lettres qu'ils n'avaient jamais lues et se mettre parfois à pleurer et nous remercier de leur permettre de retrouver ces grands-pères dont ils ne savaient finalement absolument rien. On va évidemment revenir un peu sur tous ces éléments. Andreas, vous, donc je disais, c'est en voyant des photos de Gueule Cassée qu'est né votre récit, qu'on voit d'ailleurs dans le livre. Il y a beaucoup de photographies assez inédites de ces Gueules Cassées, qui sont assez terribles, ces photos. Vous les recherchiez, ces visages? Vous aviez des projets peut-être d'écrire sur la guerre, ou est-ce qu'elles vous sont tombées dessus? En fait, ce qui s'est passé, c'est ce que vous évoquiez à l'instant même, c'est le silence, en fait, le silence de la mémoire. En fait. Donc ces photos étaient cachées, étaient tabous dans une famille d'une de mes lectrices qui est venue me chercher pour me parler de son histoire familiale autour de ces photos. En fait, son grand-père était alsacien. En tant qu'alsacien, il avait servi dans l'armée allemande, en fait, sur ces photos que vous évoquiez, ce sont donc des gueules cassées allemandes. Mais bon, ça se voit pas. Une gueule cassée, c'est pas une gueule allemande, ça reste une gueule. Oui, vous en faites des Français, vous? Oui, bien sûr. Et donc, ces photos ont été prises dans un hôpital en Allemagne. Donc, quand le grand-père de Françoise est revenu en Alsace, il est devenu français, il s'est installé vers Saint-Étienne, et c'était quand même au moins doublement, sinon triplement tabou. En fait, les photos elles-mêmes étaient tabous. Ensuite, le fait d'avoir des photos de soldats allemands en sa possession, c'était quand même assez tabou. Et bon, il y avait une histoire. C'était l'amoureux de l'infirmière qui avait fait des photos. Donc, il y avait aussi un peu un tabou familial autour de ça. Donc, ça a été complètement caché. Et il fallait, à un moment donné, briser ce silence. Et donc, quand le grand-père est décédé, la petite fille avait hérité de ces photos et elle m'a demandé de rendre public, en fait, ces photos. Moi, j'en ai inventé, si on peut appeler ça une invention, des biographies autour de ces photos. Et effectivement, j'en avais fait des Français parce que pour moi, je n'ai même pas réfléchi à la question, en fait. Et quand j'ai présenté le texte à Françoise, elle m'a dit « Mais non, ça ne va pas, en fait, ce sont des Allemands. » Je dis « Mais c'est encore mieux, c'est un Allemand qui écrit en français des biographies des Allemands qui finalement sont des Français. » Donc, on voit bien, et je trouve ça assez émouvant en tant qu'étant né en Allemagne. Enfin, demain, ça va faire 100 ans, et être ici, de pouvoir parler de ça, pour moi, c'est très émouvant. Régis et Damien, vous, c'est une BD qui peut être lue par des adultes, mais aussi des enfants. Il y avait cette question de s'adresser à des enfants, de les intéresser à la guerre à travers ce projet. Oui, en fait, l'origine du projet, il est venu de cette constatation qu'il y avait beaucoup de bandes dessinées sur la guerre de 14, mais que toutes ces bandes dessinées étaient accessibles uniquement aux adultes. C'est une amie qui travaillait l'historial de Péronne, en fait, qui m'avait fait cette remarque. Et donc, ça m'a fait cogiter un peu. Et puis, parallèlement à ça, ma fille exigeait que je raconte un jour une histoire mettant en scène des enfants. Et donc les deux idées en fait se sont connectées comme ça. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer de raconter la guerre de 14 en changeant de point de vue, en partant du point de vue des enfants et donc en mettant en scène comme ça un petit groupe d'enfants. Et donc évidemment quand on raconte la guerre de 14 au travers d'enfants et pour des enfants, en tout cas pour le tout public, on est obligé en fait de le raconter d'un point de vue complètement différent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller placer nos enfants dans les tranchées, puisque voilà, ça voudrait dire montrer toutes les horreurs les plus tangibles de la guerre. Et donc on a décalé le point de vue, mais de fait c'est aussi l'une des originalités de ce projet, c'est-à-dire que le point de vue en fait on l'a décalé sur la zone occupée. Et en fait je me suis rendu compte en travaillant comme ça sur la guerre des Lulus et en installant nos enfants dans la zone occupée que c'était une zone en fait
fait, qui était quasiment inexistante de toutes les fictions qu'on a en France sur la guerre de 14. C'est-à-dire chaque fois qu'on parle de la guerre de 14, on parle de la guerre de tranchées, on parle du front, on parle des poilus, on parle des combats, de l'artillerie, etc. Mais ce qui s'est passé en zone occupée, en fait, il y a un grand silence en fait autour de ça. Et c'est un silence qu'on ressent en fait dans la région où j'habite, là, en Picardie, qu'on ressent aussi dans le Nord, qu'on ressent en Champagne-Ardenne. Toute une population comme ça et toute une histoire en fait qui a été un peu oubliée. Il y a quelques historiens qui s'y intéressent, mais très peu. Il y a Philippe Nivet qui a écrit des ouvrages là-dessus, et dont je me suis servi en fait pour travailler l'histoire. Et donc en travaillant sur la guerre des Luces, ça m'a permis aussi de découvrir en fait toute cette histoire-là, et puis l'histoire de la Belgique pendant la guerre de 14, et puis avec la perspective de Luigi, là on part en Allemagne, donc je suppose que c'est un sujet qui est très abordé en Allemagne, mais en France en fait on a très très peu de choses en fait sur ce qu'a été la vie en Allemagne pendant la guerre de 14, puisque l'Allemagne n'a pas été un territoire de guerre. Et voilà. Et donc tout ça m'a conduit à m'y intéresser et à vraiment me pencher sur cette histoire-là. Oui, Damien, vous avez fait beaucoup de recherches sur Berlin, justement, de comment sont nés les dessins et la recherche pour représenter Berlin. C'était compliqué ? On est quand même sur une période où il y a énormément de documents, mais après, effectivement, l'une des principales sources d'inspiration pour Régis et moi, en tout cas pour cet album-là, c'était notamment des photos et des dessins d'un dessinateur allemand qui s'appelait Heinrich Zille, et qui a beaucoup photographié et qui était dessinateur pour la presse. Mais lui qui en plus particulièrement a fait des illustrations des gens du peuple, et parce que ce que l'on met en scène dans cet album-là, dans la perspective Luigi, c'est d'autres enfants, et pour le coup des enfants des rues. Et finalement, ce qu'expliquait Régis, c'est que dans cette guerre des Lulus, il y a aussi la volonté de décaler un peu le propos, effectivement, de ne pas mettre en scène les images, les clichés des tranchées, etc., mais plutôt de raconter effectivement d'autres vies, en fait. Et là, on se trouve dans Berlin, et on va plus raconter le contexte social, on va dire, que la guerre elle-même, qui est très, très loin finalement. Voilà. Et c'est vrai que c'était intéressant aussi. Moi, c'est vraiment ce qui m'a donné envie, c'était de raconter cette histoire-là aussi pour la dessiner, parce que graphiquement, on est sur une époque encore de transition où on est encore très empreint du 19e siècle dans les habits, dans les décors, etc. Je voulais juste rajouter une chose, c'est parmi les sources d'inspiration de la perspective Luigi, il y a un roman d'Hans Fallada qui a été publié en France en 1943, donc sous l'occupation, qui n'a jamais été réédité depuis, mais j'ai réussi à trouver l'édition originale, qui s'appelle Gustave de Fer, qui est un excellent roman en 2 tomes, et qui raconte l'histoire d'une famille allemande, une famille berlinoise pendant la guerre de 14, en tout cas sur le premier tome, on est de 1914 à 1918, et le tome suivant, on est sur l'après-guerre. Et c'est un très très bon roman, donc si un éditeur nous écoute et qui veut bien le rééditer, je pense que ce serait une très bonne chose. Il y en a sûrement, en tout cas, dans le salon. Quelques mots peut-être, Michel, sur les enfants. Est-ce qu'il y a des témoignages d'enfants pendant la guerre ? Est-ce qu'on sait des choses sur le vécu des enfants ? Alors, je crois qu'on n'en est pas encore là. Par contre, la grande découverte que nous avons faite, Valérie et moi, pendant cette guerre, si j'ose dire, la grande découverte, mais nous ne sommes pas les seuls à l'avoir faite, la grande chance de ce centenaire, c'est d'avoir fait sortir des greniers et des boîtes à chaussures tout un tas de courriers. Et là, les choses sont changées. Je veux dire par là que jusqu'à ce centenaire, ou jusqu'à pratiquement il y a une dizaine d'années, on ne savait de ce que pensaient les poilus de base, si j'ose dire, que ce que les gens avaient dit sur eux. Or, à partir du moment où vous récoltez systématiquement dans une région comme la nôtre, où on récolte systématiquement des carnets de guerre, des correspondances, des lettres des plus humbles, on découvre que même ceux qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient jamais écrit de lettres de leur vie, parce que de toute façon, écrire, c'est réservé aux bourgeois. Je veux dire, avant 14, on n'écrit pas, on n'a pas l'occasion d'écrire quand on est un paysan. Sauf quand on fait écrire au juge de paix pour se plaindre de quelque chose. Mais là, ce peuple-là se met à écrire, et brusquement, ces hommes dont on pouvait penser qu'ils étaient entre guillemets abrutis et soumis au commandement ou autre chose, ces hommes-là, on découvre qu'ils créent leur propre histoire, qu'ils existent,
qu'ils se battent avec eux-mêmes et contre les autres, si j'ose dire, à travers leur correspondance et leurs lettres. Et bien sûr, on sait qu'ils s'adressent constamment à leurs femmes, parce que ce sont des gens souvent très mariés, enfin très, très âgés, entre guillemets, par rapport à ce qu'on imagine. Et ils s'adressent constamment à leurs femmes en fonction des enfants qu'il faut élever. Ils écrivent à leurs enfants. Alors là, par contre, on a des lettres d'enfants, mais qui sont des lettres, entre guillemets, contraintes. Je suis très sage à l'école, je m'occupe de ma maman, mon papa, je pense énormément à toi et autre chose. C'est la seule chose que l'on sache des enfants tels qu'ils ont écrits. Mais sinon, ce sont les témoignages sur la façon dont les gamins vivent, et surtout à travers la carte postale ou la caricature, c'est l'utilisation massive du thème de l'enfance et de l'enfant pour en faire un outil de propagande, l'enfant embrochant un boche, l'enfant portant un uniforme et avec un sabre de bois. Bref, quand je serai grand, je serai un poilu, etc., etc. Je veux dire qu'il y a une manipulation de l'image de l'enfance pour faire passer la propagande que j'appelle entre guillemets soviétique, qu'est la propagande française pendant cette guerre. Alors, au-delà, je vais encore rester 30 secondes sur vous. Au-delà de la propagande, le fait que ce soit une découverte, toutes ces boîtes de chaussures remplies de correspondances, c'est une volonté aussi de ne pas les écouter. Ces soldats, ces poilus, tous ces gens qui ont été massacrés ou en tout cas blessés. Je crois que surtout c'était des gens du peuple, des gens très simples. Certains d'entre eux écrivaient absolument remarquablement et seraient aujourd'hui des universitaires, mais ils sont retournés à la terre sans rien. Mais ils nous ont laissé des journaux de guerre ou des mémoires qu'ils ont écrits en pensant que ça pourrait un jour intéresser des gens. Ils le disent, ils l'écrivent. Ils ont recopié leur carnet de guerre après 14-18, après la victoire. Mais c'est resté dans les boîtes de chaussures parce que leur environnement, d'abord, premièrement, parce qu'ils disaient des choses qui n'étaient pas conformes à la propagande, donc c'était invisible, mais c'est aussi parce que, comme ils écrivaient mal, comme il y a des fautes d'orthographe, comme il y a tout ça, leur famille en avait un peu honte. Donc ça reste dans l'intimité des familles, et puis la correspondance amoureuse, ma chérie, je vais bien quand même, etc. Bon, les veuves, ou les mères, ou les fiancés, ont gardé ça précieusement en mémoire de leur tué, mais sans oser le montrer à personne. Aujourd'hui, la pudeur, elle est sortie, elle est partie, et ça nous permet d'appréhender tout un peuple de muets qui jusqu'à présent n'avait pas parlé. Alors c'est un peu votre travail, Andreas, dans ce livre, vous leur donnez la parole, vous inventez un récit. Alors vous parlez de fautes d'orthographe qui sont dans les récits. Alors vous, c'est pas forcément des fautes d'orthographe, mais c'est une langue qui est complètement massacrée aussi, qui est triturée. Je vais vous citer une critique dans Le Temps. Andreas Becker a inventé une langue aux syllabes malaxées, triturée, une langue en lambeaux. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette voix que vous avez voulu exprimer dans ce roman? Alors, inventé ou pas inventé? Alors, donc, évidemment, il y a des archives écrites, il n'y a pas des archives orales. Donc, toute la question, c'est comment est-ce que ces pauvres gens-là, comment est-ce qu'ils ont parlé? C'était pas des universitaires qu'on a envoyés au front, hein, c'était des pauvres gens des campagnes. Donc, comment est-ce qu'ils ont parlé? C'était ça ma question. C'est pour moi une question essentielle de l'écrivain, parce que là intervient la fiction. Il faut donc imaginer quelque chose, parce qu'évidemment, on ne peut plus les entendre. Alors, je me suis mis à la situation de ces gens-là. Quand on les voit aujourd'hui, enfin, il n'y en a plus de la Première Guerre, mais de la Deuxième Guerre, la guerre d'Algérie ou d'Indochine, peu importe, à la limite, on voit des vieux monsieur assez officiels, etc. Mais à l'époque, quand ça leur est arrivé, que leur gueule a éclaté, ils avaient 19 ans, ils avaient 20 ans, ils avaient 21 ans. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à écrire. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on a 20 ans? De quoi est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a envie de faire la guerre? Évidemment pas. On n'a pas du tout envie de faire la guerre. Et ça déconstruit justement la propagande officielle quand on commence à faire parler des pauvres gens. Ils n'ont évidemment aucune envie de se battre contre quelqu'un qu'ils ne connaissent même pas. Ils ont envie de faire l'amour. Ils ont envie de jouer aux cartes. Ils ont envie d'amitié. Ils ont envie de boire un verre. Ils ont surtout envie de rentrer chez eux et de voir leur mère et leurs frères et s'amuser. Donc je suis parti de ça, de ce constat-là. Et il fallait parler avec leurs mots.
Bon, j'en ai beaucoup parlé avec des gens avec des gueules cassées, mais après avoir écrit le livre, d'abord j'ai inventé effectivement, à partir de cette réflexion-là, mais qu'est-ce qui se passerait en moi si ma gueule éclatait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et donc à partir de là, je me suis dit, on ne peut pas parler correctement, dans les deux sens, ni physiquement, ni dans le sens de la propagande. On ne peut plus soutenir les idées de la guerre. Donc ça, c'est la première des choses. Évidemment, on est contre après, une fois qu'on a vécu ça. Mais il y a autre chose. On ne peut plus parler correctement. On ne peut plus parler la langue de la propagande, ni la langue de la publicité, ni la langue officielle. On parle la langue comme elle vient, avec l'émotion, avec les mots de l'émotion. Et ce sont les mots brisés. Mais ce sont vos propres mots. Vous ne parlez pas non plus comme un dictionnaire. Vous ne parlez pas à votre chérie sur l'oreiller, vous ne parlez pas comme un dictionnaire. Vous vous interrompez, vous ne parlez pas avec des phrases correctes, bien construites. Ben non, vous vous interrompez vous-même, l'autre vous interrompt. Vous inventez un mot, vous abrégez un mot, vous jouez avec des mots, vous vous amusez. Bon, ces gars-là, c'était pareil. Il y a entre eux l'amitié, la tendresse, l'amour, le jeu. Bien sûr, tout ça, ça existait. Ce n'est pas parce que vous avez la blessure comme ça que vous arrêtez de vivre. C'est vrai pour tous les handicaps, pas uniquement pour les gueules cassées. Donc, il faut se dire ça. Il y a une vie, il y a la tendresse, il y a tout ça. Il n'y a pas que la propagande. Ça, on laisse ça aux politiques. Vous disiez juste que vous aviez parlé avec des gueules cassées pour avoir aussi leur ressenti Bien sûr, après, une fois que j'avais écrit ce livre, j'étais invité au colloque de l'association des gueules cassées, etc. J'en ai beaucoup parlé avec des gueules cassées. Et il y a autre chose encore que la blessure physique, il y a la blessure psychologique. Et c'est très difficile à faire admettre à l'armée qu'il y a une blessure psychologique. Encore aujourd'hui, c'est très difficile. Et vous ne pouvez pas rentrer en contact avec quelqu'un dans un premier temps qui a une gueule cassée parce qu'il a la gueule cicatrisée. Il ne sourit pas, il n'exprime rien, sauf le regard. Et dans le regard, ils sont malicieux, enfantins, joueurs, aimables ou pas. Enfin, tout simplement humains. Mais c'est très difficile dans un premier temps, c'est très impressionnant. Et dans votre bande dessinée, donc ce sont des enfants. Comment on se met dans la peau aussi d'enfants dans cette situation-là de guerre, même s'ils ne sont pas forcément dans le front, mais une situation difficile? J'ai beaucoup utilisé mes propres enfants, déjà pour l'écriture des dialogues, pour le ressenti un peu. J'ai utilisé mes souvenirs d'enfance aussi. Et j'ai lu, il y a quelques témoignages d'enfants en fait, qu'on trouve qui ont vécu la guerre de 14. Notamment, j'ai chez moi un carnet intime en fait d'un enfant qui avait je crois que c'est 8-10 ans au début de la guerre et qui raconte comme ça avec des dessins, avec des mots, la guerre qu'il a vécue. Donc lui il habitait du côté de Verdun, donc c'est pas tout à fait l'endroit où on a placé nous nos Lulus, mais ça m'a beaucoup servi à comprendre aussi la mentalité des enfants de cette époque-là. Et des enfants notamment qui étaient très très sujets à la propagande dans l'éducation. On leur apprenait que l'allemand c'était l'ennemi intime quelque part et qu'il y avait un esprit de revanche qui était très très présent en fait dans l'éducation de ces enfants. Ça se voit dans les jeux en fait qu'on faisait pour eux, enfin les jeux de guerre, etc. Et donc voilà, j'ai utilisé tout ça pour essayer de recréer ces enfants qui n'ont jamais existé, mais pour leur donner voilà une espèce de véracité en fait. Et pour les représenter, Damien, comment ça se passe? Alors ils existaient déjà, hein, ils ont déjà été dessinés par Hardock, mais comment on se place vous en dessinateur en reprenant la série? Après, graphiquement, j'étais pas non plus en terrain inconnu dans la mesure où, avec Hardock, on est dans une même filiation graphique d'un dessin, on va dire, dans une veine franco-belge. Et voilà, donc on a les mêmes goûts pour une certaine bande dessinée. Donc là, j'étais pas perdu, mais après j'ai apporté aussi ma touche aussi graphique à cet album. Et puis après, effectivement, comme disait Régis, pour faire vivre les enfants dans leurs attitudes, ça reste des enfants. Donc on est en 1916, mais c'est des enfants comme il y en a encore aujourd'hui, quoi. Donc finalement. Je sais qu'Hardock s'est beaucoup inspiré des travaux graphiques de Francisque Poulbeau, qui est un peu l'équivalent d'Heinrich Zille en France, puisqu'il a beaucoup dessiné des scènes de rue avec des enfants, etc. Donc notamment pour les vêtements, pour leur façon de se comporter, pour les jeux, etc. Il a beaucoup puisé dans l'œuvre de Poulbeau.
On parlait un tout petit peu de famille tout à l'heure. C'est un groupe d'enfants, ils sont plusieurs. Il y avait l'idée de faire une histoire familiale, d'amitié, de famille. Ces enfants, ils sont... Alors, oui et non, c'est-à-dire que tous ces enfants sont orphelins. Pour plusieurs raisons. La raison principale, c'était une question de crédibilité, puisque l'histoire de la guerre des Lulus, ce sont des enfants en fait, qui vont être oubliés en quelque sorte de l'autre côté du front. Enfin, l'armée allemande arrive par la Belgique et lors de l'évacuation de leur village, on oublie ces enfants. Si tous ces enfants qui ne sont pas des frères avaient été tous oubliés, voilà, c'était difficile. Je pense que quand on est parent, la première chose qu'on emporte avec soi quand on fuit, c'est d'abord ses enfants, avant de penser à quoi que ce soit d'autre. Donc c'était difficile en fait de légitimer le fait que 4 enfants aient été oubliés comme ça, plus une 5e, parce qu'il y a une petite fille qui arrive très rapidement après dans l'histoire. Et donc le fait que ça soit des orphelins, ça rendait la chose plus crédible. L'orphelinat évacué, eux sont en train de construire une cabane, ils ont fait le mur de l'orphelinat. Donc il y avait cette raison-là. Et puis je voulais pas que l'histoire de la guerre des Lulus soit l'histoire d'enfants qui recherchent leurs parents. Je voulais que ça soit l'histoire d'enfants qui soient livrés à eux-mêmes et qui évoluent en fait dans le contexte de la guerre au travers de toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer. Et notamment, je voulais qu'ils apprennent à... Il y a une histoire familiale en fait, mais cette histoire familiale, elle est avec un soldat allemand. C'est-à-dire qu'à la fin du premier tome, ils vont rencontrer un soldat allemand. Et là, il y a une histoire familiale entre guillemets qui va se construire, puisque Hans, le soldat allemand, va devenir un père de substitution pour des enfants qui ont perdu le leur, soit parce qu'ils ont été abandonnés, soit parce qu'il est mort des années plus tôt. Et pour le soldat allemand, qui lui en fait est un soldat déserteur qui revient du front, qui est complètement détruit parce qu'il a vu mourir tous ses camarades dans des conditions atroces. Et pour lui, en fait, ça va lui permettre de se reconstruire et ça va lui donner envie en fait de repartir, retrouver sa femme qui était enceinte quand il l'a quittée, et donc de retrouver sa famille en quelque sorte. Voilà. L'histoire familiale, elle est plutôt là. Andreas, vous nous disiez que vous, c'est ce qui vous avait marqué, hein, c'est les tombes où on voyait plusieurs noms, c'était des familles en fait qui étaient décimées. Vous avez retranscrit ça dans votre livre, avec il y a des frères, il y a une famille qui est aussi détruite, dont les gueules sont cassées. Les vies ne sont pas pour autant détruites, mais même partiellement. C'est ça qui vous intéressait à retranscrire aussi ? En fait, oui, c'est toujours l'émotion. Moi, je fais toujours une écriture à partir de l'émotion. Je ne suis pas universitaire, je n'ai pas fait des recherches, je n'ai pas des documents. C'est pas ça qui... Bon, ça m'intéresse, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est un travail artistique. Ça s'écrit un peu en dehors de moi. Ça vient comme une nécessité. Pour moi, il faut comprendre mon écriture comme une nécessité d'écriture. Je n'ai pas d'autre choix. Ça s'impose comme ça. Après, les choses s'imposent. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Moi, en tout cas, je ne peux plus l'oublier. Alors, effectivement, j'ai une certaine répétition dans les noms pour ce caractère familial dans l'hécatombe. Mon éditeur a eu la très bonne idée de faire une première page et uniquement faire une liste très simple avec les noms. Et ça me rappelle tout de suite, évidemment, les monuments aux morts qu'on avait évoqués. Je trouve que c'est très fort. C'est presque pour moi la plage la plus forte du livre. Juste les noms et on se met devant. Je ne sais pas si on voit très bien, mais voilà, on a la liste là de tous les personnages qui sont présentés. C'est un monument aux morts. Après, dans le livre, il y a autre chose que la mort, ce que je disais tout à l'heure. La tendresse, l'amour, le jeu, l'amusement. Vous vouliez les rendre vivants ? Oui, bien sûr. La vie, on est du côté de la vie quand même. On est du côté de la vie, de l'émotion. L'émotion, c'est la vie. Michel, passé la découverte de toutes ces correspondances, tous ces écrits qui ont été écrits pendant la guerre, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Il y a des choses que vous avez découvertes que vous ne soupçonniez pas forcément. Moi, par exemple, j'étais non pas surpris parce que je l'imaginais un petit peu, mais on apprend quand même en lisant votre livre qu'ils sont en permanence dans l'ignorance totale de ce qui se passe. Avec le micro, s'il vous plaît. Ça, c'est connu. Je veux dire que dans tous les écrits des combattants, on voit « nous partons pour une destination inconnue, ils ne savent jamais où on les transporte ». Bon, ça, c'est très clair. Non, une découverte importante, ça a été de revoir complètement, et ce n'était pas du tout ce que nous imaginions au départ, de revoir complètement ce qu'était la relation entre les soldats et les officiers, et ce qu'était en fait le corps des officiers. On s'aperçoit qu'on part en 14 avec des officiers de tradition, et les Allemands ont fait la même expérience. Ces officiers de tradition
meurent parce qu'ils montent à l'assaut les premiers, etc. Ils meurent et ils sont remplacés ensuite par des hommes qu'on choisit parmi la troupe, qui sont des caporaux, des sergents, qui vont devenir des cadres. Et ces cadres vont avoir l'obligation de se conduire en officier. Mais surtout, et dans le phénomène guerre, c'est ça qui nous a absolument passionnés, parce que je reprendrai ton propos. Je veux dire, il y a une obligation, il y a un moment, on peut pas ne pas aller au-delà. Et on a fait l'inventaire des officiers d'un régiment, mais c'est pas ça. L'essentiel, c'est de découvrir combien, entre guillemets, le libre arbitre du combattant peut être important. Par exemple, en avril 15, au moment où les Français veulent réduire ce qu'on appelle le saillant de Saint-Mihiel au sud pour dégager Verdun. Au nord, il y a les éparges qu'on est en train de célébrer aujourd'hui avec l'entrée au Panthéon, etc. Au sud, il y a nous, il y a le 12e corps, il y a les régiments limousins, il y a les régiments de notre région qui se battent. Et on voit le colonel du 107e d'infanterie d'Angoulême refuser par 3 fois de lancer son régiment à l'assaut. Il est destitué, il est suspendu de son commandement sur le champ de bataille. Ensuite, voilà, l'histoire suit son cours. Et en fait, comme les troupes sont systématiquement massacrées, quels que soient les ordres des généraux qui expliquent que les chefs ne savent pas motiver leurs hommes, eh bien, finalement, il est réhabilité. Je veux dire par là qu'on a une tension permanente chez les officiers entre les ordres venus d'en haut et les réalités du terrain telles qu'ils les voient, et les hommes qu'ils commandent, si bien qu'on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on ne l'imagine. De même que les hommes, eux, mènent leur propre guerre, ne sortent pas, etc. Il y a des moments très forts. De même que les hommes, à la base, alors, il faut arrêter de parler des fraternisations et de joyeux Noël et autre chose. C'est pas ça du tout. Il y a une cohabitation, une coexistence avec des Bavarois qui passent leur temps à répéter « Nous, on n'est pas des Prussiens, on peut s'entendre avec vous ». On a une coexistence avec des hommes qui se balancent des morceaux de pain, des cigares ou des plaques de chocolat d'un bord à l'autre. On a une cohabitation avec des Allemands qui réveillent les Français le matin au chant du coq exprès pour les embêter. Les autres répondent comme ci, comme ça. On se retrouve avec un Français qui chante du Wagner et un Allemand en face qui répond par Carmen. Donc je veux dire, on a des phénomènes de genre qui sortent complètement des correspondances de guerre et autre chose, et qui n'empêchent pas les combattants de se tirer dessus tout de suite et de monter à l'assaut. Mais on a une humanité qui ressort de tout ça, une humanité qui ressort de tout ça, une vérité humaine qui ressort de tout ça, à la base, chez les combattants, qu'on n'imaginait pas à ce point-là. Vous souhaitez réagir peut-être ? Oui, parce que j'avais inventé, ça s'est vraiment passé comme ça. Le soir, on faisait le ramassage. On dit ça encore aujourd'hui. Je discutais je demandais à des généraux, on ramasse des blessés, sur le champ de bataille. Et j'avais imaginé, ces gueules cassées, blessés, ils ne peuvent pas parler dans un premier temps, donc ils ramassent les corps. Et dans tous ces blessés qu'ils ramassent, il y a un Allemand. Ils ne se rendent pas compte, comme il peut pas parler parce qu'il a la gueule cassée, donc ils le mettent dans un lit d'hôpital, ils le soignent comme tous les autres. Et à un moment donné, il commence un peu à parler et tous les collègues dans les autres lits lui disent « Arrête, tais-toi, parce que sinon là-haut, ils vont te comprendre que tu es allemand, ils vont te renvoyer. » Donc il y a cette solidarité-là qui se met en place tout automatiquement entre humains. Un mot peut-être sur le succès de la série La Guerre des Lulu. Elle a connu un grand succès auprès d'un public de jeunes enfants. Il y a un vrai intérêt des jeunes pour cette guerre. Vous avez eu des échanges avec eux en classe peut-être ? Vous avez présenté la bande dessinée ? Beaucoup en fait, parce que c'est un ouvrage dont s'est fortement emparé l'Éducation nationale. Il fait partie en fait de la liste des ouvrages recommandés par le ministère pour aborder la guerre de 14 en classe de 3e. Et donc je fais énormément de rencontres dans ces classes-là. Donc beaucoup en classe de 3e, beaucoup en classe de CM2, où les enfants abordent la guerre de 14 aussi en cours d'histoire. Et le retour, chaque fois qu'ils ont lu La Guerre des Lulu avant, est toujours très positif par rapport à la bande dessinée, et ça permet d'aborder tout un tas de discussions autour de cette guerre, qui pour eux est une guerre qui est vraiment très très lointaine et qui redevient présente au travers des commémorations. Cette guerre, Elle leur parle oui et non, c'est-à-dire que quand on leur en parle, oui, ça devient quelque chose d'un peu plus concret, sinon c'est aussi lointain pour eux que les guerres napoléoniennes ou que les guerres du Péloponnèse, les guerres antiques, etc.
Mais oui, quand ils entrent dans une bande dessinée comme ça, voilà, ça les intrigue, ça les interroge. Ils se rendent compte qu'elle n'est pas si lointaine que ça. Alors eux, ça va être leurs arrière-grands-parents qui ont connu cette guerre. Mais voilà, ça leur fait se poser plein de questions par rapport à ça. Et alors c'est un public plutôt jeunesse. Qu'est-ce que ça implique d'écrire autour de la Grande Guerre pour un public jeunesse? Il y a des choses que vous tenez à ne pas montrer ou qu'au contraire vous tenez à montrer? Il y a des choses qu'on évite de montrer. Oui, évidemment, on va éviter de montrer des corps démembrés, des résultats d'un bombardement d'artillerie, d'un assaut de tranchées, etc. Mais comme on a de toute façon déplacé en fait notre point de vue en dehors des tranchées, on n'a pas à montrer ces images-là. Ce qui n'empêche qu'on ne propose pas une version édulcorée de la guerre. C'est pas le propos, c'est pas de dire la guerre, c'est super, c'est une aventure entre copains, etc. Les enfants vont recevoir comme ça des échos de la guerre au travers de la mort, de la maladie, de la faim, etc. Ils vont se retrouver dans un camp, alors ce qu'on appelait à l'époque un camp de concentration. Maintenant, on parlera plutôt d'un camp de détention, le camp de Holzminden. En Allemagne, donc est un camp où étaient enfermés des prisonniers venant de toutes les nations avec lesquelles l'Allemagne est en guerre, et puis tout un tas d'otages qui avaient été prélevés, qui avaient été désignés dans toute la zone occupée, puisque comme la zone occupée par l'armée allemande était une zone dans laquelle les Allemands vivaient aussi. Les soldats allemands, quand ils rentraient du front, étaient hébergés chez les habitants pour éviter qu'il y ait des exactions commises contre les soldats allemands. L'état-major allemand a désigné des otages dans chaque ville, dans chaque village, en disant si jamais il arrive quelque chose à l'un de nos soldats, c'est eux qui vont payer. Et donc ces otages-là, en 1916, ont été envoyés dans le camp de Holzminden, et c'est dans ce camp-là qu'on envoie nos luttes. Donc voilà, on a une approche de la guerre qui est très très présente. Mais on n'est pas sur le front, mais on ne montre pas la boucherie habituelle qu'on voit dans toutes les fictions sur la guerre de 14. Damien, vous souhaitez peut-être réagir là-dessus justement? Oui, puis graphiquement, moi, je sais que ça ne m'intéresse pas de dessiner justement le front, la boucherie, etc. En plus, c'est quelque chose qui est tellement codifié que finalement, on ne ferait que redire quelque chose. Là, ce qui est vraiment intéressant, c'est ce décalage-là, finalement. On parle de la guerre, elle est présente, elle est là, mais on ne la voit jamais. On n'a jamais d'image de tranchée, finalement. Et juste pour la petite anecdote, il se trouve qu'effectivement, j'ai été sollicité pour faire pas mal d'illustrations autour de la Première Guerre, étant en plus auteur du Picardie, etc. Et je me suis amusé, et personne ne l'a remarqué, à chaque fois que j'ai dessiné des soldats, je jamais dessiné d'armes, en fait. Mais on est tellement empreint de ça que personne n'a remarqué en fait qu'il n'en avait pas. Finalement, on est tellement habitué à les voir sa représentation que finalement, voilà. Merci beaucoup, merci à tous. La rencontre touche à sa fin. Andreas Becker, Gueule, aux éditions d'en bas. Vous êtes en dédicace juste après, en L11. Nous étions des hommes malgré la guerre, 1914-1919. Michel Kinner, merci beaucoup. Vous êtes également en dédicace au stand de La Geste, en L6. Et enfin, Régis Sautière et Damien Cuvellier, La guerre des Lulus, tome 6, tome 1 sur 2, La perspective Luigi. Chez Casterman, vous êtes en dédicace en BD 1. Merci à tous. Moi, je suis Pierre Croze du réseau social des lecteurs Babelio.com. Vous pouvez retrouver des critiques de tous ces ouvrages sur Babelio. Merci à tous.